Vous avez bien mangé? C'est bon? Qui était là à la conférence juste avant moi? Juste avant la pause? D'accord, très bien. Ça m'a mis un peu la pression, tout ce que Stéphane Lévin a présenté. Ça calme sur ce qu'on appelle un challenge, l'entrepreneuriat, des défis. Donc je vais essayer de garder quand même ma présentation. Donc effectivement, je dirige les programmes d'innovation chez Numa à Paris. Depuis pas mal de temps, une équipe qui grandit. On a de plus en plus de projets avec des entreprises. Vous avez une partie ici. Surtout, si votre logo n'est pas sur ces slides, venez nous voir après. S'il est sur ces slides et vous ne savez pas ce qu'on fait avec vous, venez nous voir aussi. Donc, je vais parler de entrepreneuriat en entreprise, donc ce qu'on appelle souvent de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire comment on fait pour inciter ses propres employés à créer des entreprises, à créer des nouveaux produits, à développer des nouvelles idées. Et donc, je vais vous parler de ça, et l'angle que j'ai choisi, c'est de vous partager quelques verbatims que j'ai collectés avec mes équipes sur les 2 dernières années de programmes d'innovation à Numa. Donc c'est des vraies phrases. Je ne vais pas forcément vous dire d'où elles viennent. Je ne vais pas faire un lien entre les logos que vous avez vus et les phrases que vous allez voir. On peut en parler plus tard dans la soirée si vous êtes gentil. Et donc l'objectif pour moi, c'est de vous partager certains mauvais réflexes ou certaines phrases qui indiquent que certaines intentions qui sont déclarées par des entreprises, effectivement, ne leur permettraient pas d'aller très loin dans leur démarche d'innovation. Donc ça peut vous servir soit si vous êtes consultant, une start-up qui essaie de travailler avec des grandes entreprises, à avoir des répliques pour ce que vous allez probablement entendre vous aussi, soit si vous gérez une entreprise, à éviter ces réflexes que je vais présenter. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat? J'ai mon Steve Jobs moment, ça doit arriver dans toutes les confs, je l'ai mis au départ. Je cite Steve Jobs qui prend l'exemple de l'équipe qui a développé Macintosh comme un exemple d'entrepreneuriat dans l'entreprise. Donc un groupe de salariés qui, comme il dit, reviennent au garage pour développer un produit. Donc ils se remettent en petite équipe, agile, pour sortir un produit qui ensuite est adopté et diffusé par l'entreprise mère. C'est l'exemple, par exemple, de 3M, que vous connaissez tous, qui a assez tôt lancé ce concept de 15% de temps disponible donné aux employés pour travailler sur leurs projets personnels, pour leur permettre ensuite de les intégrer et de les développer. Ça date d'il y a longtemps, c'est bien avant Google. Donc tout d'abord, pourquoi on doit s'intéresser au fait que vos employés travaillent pour créer des nouveaux concepts? Ce slide, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est l'espérance de vie des 500 principales compagnies. Et vous voyez que la courbe, que la hauteur des barres est en train de baisser. Donc, dans les années 60, une grande entreprise avait une espérance de vie de 60 ans. Sur une projection à 2025, on est plutôt autour d'une quinzaine d'années. Ça doit vous faire peur si vous aspirez à être dans ce classement. Mais ça va aussi générer des réflexes, des stratégies pour éviter, pour essayer de trouver des solutions, soit pour rallonger ce temps de vie, soit pour se réinventer ailleurs. Donc on voit souvent 2 types de réactions. La première, c'est celle-là. Donc on risque de se faire attaquer, on monte des barricades et on essaie de nous protéger le maximum possible. On essaie de tenir 1 ou 2 ans en plus, parfois 3, parfois 5. Mais l'histoire nous montre qu'il y a pas mal de châteaux qui au final se font malgré tout attaquer. Une autre réaction est celle de essaimer, de créer des nouveaux bastions, d'envoyer des nouvelles équipes coloniser de nouveaux territoires. C'est un peu la métaphore des pissenlits. Qui sont à l'apparence très fragiles, mais qui ont une stratégie gagnante pour se diffuser, qui est celle de se faire porter par le vent et parfois tomber sur des territoires inconnus. 1 sur 1000 réussit, mais ce 1 sur 1000 est arrivé à porter son espèce dans un nouveau territoire. Vous avez une référence, ça vient de la théorie de l'évolution et de la reproduction. Donc c'est 2 typologies de reproduction, une théorie R qui est celle des mammifères, donc on fait peu d'enfants, on les protège, on les fait dans un milieu connu, et celle plutôt des végétaux comme les pissenlits qui en font plein, c'est plutôt une théorie K, on en fait plein, on les essaime partout et on voit un peu ce qui se passe. Ça fait écho un peu à ce que vous pouvez voir parfois dans le milieu start-up. C'est pas simple, donc deuxième métaphore que j'avais promis à un collègue. C'est pas simple, il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous savez comment grandit un homard? Levez la main. Voilà, très bien. Vous êtes 2 personnes qui peuvent vous approfondir vos connaissances sur ce sujet.
Pour le dire rapidement, en fait, un homard grandit, mais sa coquille, sa carapace ne grandit pas. Donc à un moment, il se trouve contraint, il n'arrive plus à se développer. Ce qu'il doit faire, c'est abandonner sa coquille, sa carapace, sortir et se mettre en danger, se réfugier et développer une nouvelle carapace. Vous avez des histoires racontées d'une manière assez intéressante si vous cherchez comment grandir un homard sur Google. Et donc ça montre que pour grandir, ce n'est pas toujours confortable, il faut pousser ses limites, il faut sortir d'une zone de confort, et c'est ça qui fait que souvent, très souvent, ce n'est pas simple. Hop. C'est très sensible. Donc, je commence ma collection c'est un peu un best-of des phrases, il n'y a pas forcément de classement. La première, que vous avez sûrement tous soit entendu, soit dit, c'est provenant d'une grande entreprise, nous ne sommes pas une start-up. Nous ne sommes pas une start-up qui est dit comme si on était gêné du fait de ne pas être une start-up, donc de ne pas être une entreprise qui n'a pas de business model, qui n'a pas de clients, qui n'a pas de fonds. Et cette absence de cette richesse de clients, de business model et d'argent nous empêche d'innover. Donc, je pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans la vie d'une start-up? Si vous avez été dans un accélérateur de start-up, vous savez que c'est très pénible, c'est très risqué, ce n'est pas du tout un milieu confortable. Et donc, je ne vois pas en quoi le fait de ne pas avoir tous les défauts d'une start-up est un frein pour des entreprises qui veulent développer de nouveaux services. C'est plutôt une excuse pour dire on doit protéger nos assets. Souvent, c'est suivi par ce qu'il nous faut, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des bonnes idées. On a des capacités, mais on n'a pas les bonnes idées pour développer des nouveaux produits. Je pense qu'il suffit de venir à une conférence comme le Web Today pour voir qu'il y a des idées, il y en a plein. Partout. Ce n'est pas forcément un problème quantitatif ou de trouver des bonnes idées. Comme le dit Michael Bell, les idées, c'est devenu un peu une commodité. Vous en avez plein, partout. Le problème, c'est comment les exécuter, comment les développer. C'est là qu'on voit souvent un goulet d'étranglement. Ce n'est pas au niveau de la quantité d'idées qu'on peut générer, mais de combien on arrive à amener jusqu'au bout. C'est pour ça que les entreprises qui font des concours d'idéation interne ou des challenges pour faire ressortir les idées de leurs salariés, mais qui sont incapables ensuite de leur donner l'autonomie de les développer, ça sert à pas grand-chose. On dit parfois que ça sert au RH, mais je ne suis pas sûr du moment où on bloque des projets qui avaient bien démarré. Troisième point, et ça c'est un vrai verbatim que j'ai pris tel quel, c'est chez nous tout le monde peut entreprendre, il y a juste certaines lignes jaunes à ne pas dépasser. Et je trouve ce concept assez fascinant. Au lieu de dire, avoir une autre manière d'expliquer le rapport avec des barrières, qui pour moi est plutôt celui-là, donc de se fixer des barrières à dépasser, de se fixer des limites que vous devez relever, que vous devez essayer de briser en faisant tout ce que vous voulez pour pouvoir aller au-delà, on se dit, faites tout ce que vous voulez, mais restez dans le cadre. Et du moment où on reste dans le cadre, on n'arrive pas à sortir d'une zone qui est la zone de nos produits, de nos projets habituels. Donc, essayez plutôt, si vous réfléchissez à donner des règles et inspirer vos salariés, plutôt à leur fixer des barrières à dépasser que des barrières à ne pas dépasser. Quatrième verbatim, c'est une phrase que j'ai choisie, c'est on ne peut pas se permettre de montrer un prototype imparfait à nos clients. Ça, c'est une inquiétude des entreprises établies qui est souvent très présente. On pourrait prototyper, mais qu'est-ce qui se passe si ce qu'on met sur le marché n'est pas parfait? J'ai pris un exemple, c'était l'image la plus simple à trouver. Donc, si vous attendez trop longtemps, si vous ne profitez pas des retours utilisateurs que vous pouvez avoir, si vous n'êtes pas capable de communiquer sur le fait que, effectivement, ça peut être un produit imparfait, mais vous ne le diffusez pas au monde entier, mais à des clients sélectionnés qui vont vous donner des retours, ça va être très compliqué de commencer. Ça va être vraiment très compliqué si vous essayez d'être parfait pour ensuite mettre des nouveaux produits, s'ils sont innovants, sur le marché. La vraie chose qui devrait vous inquiéter, c'est qu'est-ce qui se passe si on lance un nouveau produit, qu'il n'est pas parfait et personne ne se plaint. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, ils n'en avaient rien à faire et que du coup, qu'il soit parfait ou imparfait, ça ne leur change pas tellement. C'est ça le vrai risque quand vous lancez un nouveau produit.
Cinquième citation, c'est quelqu'un qui dit « Je veux développer une culture de l'échec. On sait que c'est fondamental, mais maintenant, pour démarrer, il nous faut un premier produit réussi. Sinon, on ne pourra pas montrer que ça marche, et si on ne montre pas que ça marche, on aura du mal à faire accepter l'échec. » Il y a une recherche, vous pouvez chercher autour du Lean Startup et de la poterie. Il y a une histoire entre le Lean Startup et la poterie. C'est l'histoire d'un professeur, d'un enseignant de poterie qui avait pris deux classes, qui avait splitté sa classe en deux, et leur avait donné des tâches assez différentes. Donc le premier groupe était évalué sur son résultat final en termes de quantité, de combien de pots, de vases ils allaient pouvoir produire sur un temps limité de 3 mois. Et le deuxième groupe était évalué, donc avait sa note en fonction de la perfection d'un seul vase qu'ils devaient présenter à l'oral. Et donc, ils les ont laissé travailler. Donc, leur objectif, c'était, vous avez une bonne note si vous êtes capable de produire un nombre important de pots. Le deuxième, montrez-nous un pot qui soit parfait. Et vous savez quoi? C'est l'équipe qui avait la tâche quantitative qui, au final, a réussi à produire la manière de produire un pot qui est la plus innovante. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, ils ont cassé, ils avaient quand même une obligation de sortir des choses rapidement dans un temps limité. Ça leur a permis, même si ce n'était pas leur volonté, d'avoir un résultat final qui, même d'un point de vue qualitatif, était beaucoup meilleur que celui de l'équipe qui misait tout sur un produit. Donc, il y a une logique de masse, il y a une logique de quantité, il y a une logique de sélection naturelle. Pourquoi des fonds d'investissement, des accélérateurs de start-up prennent et investissent dans plusieurs start-up? C'est parce qu'il y a une déperdition naturelle. Et donc, imaginer de pouvoir être innovant en misant tout sur un projet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, surtout, je parle du domaine numérique, ça marche peut-être dans d'autres domaines, mais ça ne marche pas. Sixième, qui arrive toujours à un moment, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Sous-entendu, c'est est-ce qu'un concurrent va faire le produit qu'on a en tête, ou si on ne bouge pas, personne ne bouge. C'est un peu, est-ce que si c'est moi qui bouge, je ne vais pas générer la vague qui va aussi me faire boire de l'eau et couler. Ça, c'est une crainte. C'est ce qui fait que les entreprises sont toujours beaucoup plus capables de développer des produits de manière défensive parce qu'ils voient un concurrent. Déjà, quand ils voient un concurrent, c'est un peu trop tard. Et effectivement, la manière dont ça se passe, souvent, c'est plutôt celle-là. C'est que personne ne bouge jusqu'à un moment où tout le monde bouge. Et à ce moment-là, c'est très important d'avoir bougé un premier. Et l'avantage compétitif que vous avez, vous le gardez sur toute la longueur. Donc, de faire de la veille, de faire des benchmarks, de mapper complètement le territoire en attente de voir un signal qui nous montre qu'il faut bouger, ce n'est pas une stratégie efficace, ça n'a pas permis à éviter les ubérisations, comme on les appelle, que vous voyez un peu dans toutes les industries. Septième point. Celle-là, je l'aime beaucoup. Nous sommes rendus compte qu'on avait le mauvais problème pour notre solution. Ça, on en a pas mal d'équipes qui viennent nous voir en disant notre problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne cible. On a une solution qui est géniale, mais on n'a pas trouvé le bon problème à résoudre avec cette solution. Petit conseil, essayez de faire l'inverse. Essayez de vous passionner pour des problèmes et ensuite laissez-vous le temps de trouver des solutions. C'est un peu la différence qu'on fait souvent entre l'invention et l'innovation. On invente des trucs, un casque pour la douche qui vous permet de vous doucher comme si vous voulez mouiller les cheveux, mais sans vous mouiller les cheveux, au lieu de juste utiliser le truc comme ça. Essayez de faire l'inverse, s'il vous plaît, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Essayez pas de faire rentrer des trucs qui ont été développés un peu out of the blue dans des problèmes que vous allez chercher, parce que souvent, vous n'allez pas les trouver. Vous avez beau être très intelligent, c'est très compliqué d'apporter une solution à un problème que personne n'a et qui n'existe pas. Huitième point. Celui-là, je ne le commente pas, mais je l'entends souvent. Donc, si vous avez une explication, je veux bien, parce que je ne sais pas trop quoi répliquer à ça. C'est on veut travailler en mode projet. Notre problème, c'est qu'on veut travailler en mode projet. Je suis assez curieux de savoir combien de modalités de travail il y a. Si ce n'est pas sur un projet, on travaille sur quoi? On travaille pour alimenter un peu le flou de l'entreprise dans sa globalité. Mais le mode projet, c'est vraiment un mythe. Je ne sais pas si c'est une particularité française, mais je suis preneur de deux choses. Un, l'origine, qui est le premier qui a dit
le mode projet, c'est ce qu'il nous faut. Et deuxième, si vous l'utilisez, venez me dire qu'est-ce qui est pour vous le mode projet versus un mode ordinaire, si on veut dire. Neuvième point, c'est le retour sur investissement des projets d'innovation. Qu'est-ce que est le retour sur investissement? On fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec? C'est une question qui est bien sûr légitime. La meilleure réponse que j'ai trouvée à ça et que j'utilise, c'est de l'imaginer, l'investissement en innovation, un peu comme un investissement dans une mutuelle santé. Combien parmi vous ont un retour sur investissement sur le mutuelle santé? Est-ce que vous l'avez calculé déjà? Est-ce que vous savez, c'est avec tout ce que vous avez payé, vous êtes rentable ou pas? Probablement pas. Si vous l'avez calculé, vous n'êtes probablement pas rentable. Et si vous l'êtes, vous ne l'aviez pas prévu pour ça. Vous n'espérez pas un jour de rentabiliser votre assurance santé en disant « j'espère être gravement malade, ça, enfin je peux avoir un retour sur investissement ». Effectivement, c'est un peu le paradoxe de l'investissement en innovation. Il y a deux cas de figure. Soit vous en avez besoin, c'est-à-dire, vous voyez que le marché bouge, que des nouveaux concurrents prennent des parts de votre marché, que vous perdez des parts sur vos produits existants et que vous avez besoin, dans ce cas-là, de puiser dans un groupe de projets que vous avez développés dans le temps pour exploiter les bonnes opportunités au bon moment. Et là, effectivement, vous jouez votre option et vous jouez votre option pour vous sauvegarder un futur. Soit vous n'en avez pas besoin, et dans ce cas-là, c'est qu'une bonne nouvelle. Il n'y a rien qui se passe, vous êtes toujours le roi du monde et vous n'avez pas besoin de trouver des nouvelles stratégies. Mais essayez de l'imaginer vraiment comme un investissement et une option qui vous permet de rebondir, de réagir, de répondre ou d'anticiper quand vous le voulez. Et pas comme quelque chose qu'on peut anticiper parce qu'ensuite, ce que je vois, sinon, c'est des business plans qui montrent qu'il y aura un retour sur investissement, mais finalement, personne ne sait vraiment s'il y en a à coup sûr. Deuxième point un peu plus je dirais, scientifique, c'est des ratios qu'on voit dans des entreprises performantes. Donc, je ne parle pas d'entreprises, je parle plutôt des entreprises de grande taille technologique. Une répartition entre le temps investi sur des projets. Donc, vous avez des projets qui sont liés au core business. On y investit 70% du temps. Il y a des projets qui sont adjacents, qui sont proches de nos business. On y investit 20%. Et sur ce 10%, donc c'est entre 10 et 15%, ça fait écho un peu au projet de 3M dont on parlait au début. On travaille sur des projets qui, eux, pourraient transformer l'entreprise. Si vous regardez le ROI à long terme, en tout cas l'efficacité, la rentabilité de ce projet, ce n'est pas un masse, mais un pourcentage par rapport au temps investi. Vous voyez que dans le long terme, les ratios sont inversés. Donc c'est plutôt 10% sur les produits classiques, 20% sur ce qu'on a été chercher à côté et 70% dans les produits qui transforment l'entreprise. Encore une fois, ça pourrait se passer comme ça ou pas, mais le retour sur investissement est inversement proportionnel au temps que vous y passez sur des sujets d'innovation. Encore une fois, si vous voulez approfondir ça, vous avez une référence. J'en ai mis une dernière, parce que c'était compliqué de ne pas la mettre, parce qu'il m'en fallait une 10e. Non, c'est chez nous, c'est compliqué. Donc j'ai une nouvelle réponse depuis la conf de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire compliqué? On vient de voir une personne qui a passé 120 jours en solitaire dans l'Antarctique. Donc il faut relativiser, hein. C'est compliqué, c'est complexe, effectivement, mais ce n'est pas un défi monumental. Et ensuite, oui, effectivement, ce n'est pas uniquement chez vous. Si vous vous y êtes reconnu dans une partie au moins de ces phrases, je peux vous garantir qu'on les entend souvent et que c'est compliqué dans toutes les entreprises. Et il n'y en a jamais une qui a dit « chez nous, c'est très simple, ça se passe très bien, tout le monde a des idées, on les développe, ça marche super bien, on a un retour sur investissement de 70%, et voilà, on est très content ». C'est toujours compliqué. Et je termine. Donc on a fait aussi le constat que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de défis qui sont partagés. On a longtemps fait des programmes qui étaient individuels pour des entreprises qui voulaient travailler avec nous. Donc à chaque fois, on apportait une réponse customisée à des demandes spécifiques. On a décidé de lancer un nouveau projet
au mois de septembre, donc si ça vous intéresse, là aussi, venez nous parler, qui a un programme d'accélérateur pour entrepreneurs corporate qui permettra à la fois de voir sur plusieurs équipes venant d'entreprises différentes que les problèmes sont les mêmes. Il n'y a pas une spécificité industrielle ou sectorielle, mais que tout le monde se confronte un peu aux mêmes freins dans leur entreprise. Et ensuite, ça permettra avec ça, dépasser les blocages qui sont vraiment souvent des blocages culturels et pas des blocages en termes d'idées, de bonnes idées, de capacité à innover ou de technologie. Merci beaucoup.